La Réunion abrite sur son sol l'un des volcans les plus actifs de la planète, le Piton de la Fournaise. Il est situé sur un petit paradis sorti de l'océan Indien il y a quelques 3 millions d'années. Plusieurs fois par an, des dizaines, des centaines de mètres cubes de lave se déversent sur ses pentes qui occupent près d'un tiers de l'île. Son activité exceptionnelle en fait aujourd'hui l'un des volcans les plus surveillés au monde. Autant dire qu'il est ici chez lui. À son échelle, l'arrivée des hommes à partir du XVIe siècle remonte à quelques secondes. Ses habitants, il leur fait peur, autant qu'il les fascine. C'est aussi le site de l'île le plus visité par les touristes qui n'hésitent pas à parcourir la planète pour venir s'y confronter. Mais que sait-on réellement des risques? Comment sont-ils encadrés par les autorités? Comment les Réunionnais ont-ils appris à vivre à côté de ce géant? Le volcan vit dans son lit, une zone désertique bordée de remparts qui le relient à l'océan. Un enclos naturel qui canalise les coulées, fermé au public en période d'activité. Enfin ça, c'était ce qu'on savait avant 1977. En mars cette année-là, les habitants de 2 petites communes du sud-est de l'île vont recevoir une visite surprise. Benjamin Elma se souvient. C'est à la tombée de la nuit que les gens du village voient une rougeur. Et puis ils se disent, c'est bizarre, généralement la rougeur est beaucoup plus loin, dans l'enclos. Et puis le temps passe un peu. À un moment donné, les gens se disent, non, le volcan vient sur nous. Et là, personne n'y croyait. Donc il y a 2 personnes qui sont parties beaucoup plus près. Et là, ils ont vu effectivement que le volcan venait sur le village de Bois-Blanc. Et là, ça a été la stupeur générale. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc c'était le bouche à oreille. Donc tout le monde est parti porter la nouvelle aux différentes personnes qui habitaient dans le village. Et puis, par miracle, la coulée s'est arrêtée. Mais dans la nuit, il y a eu une nouvelle fissure au-dessus de notre tête ici, dans notre dos. Et la coulée s'est déversée ici. Et là, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dévalé la pente rapidement et elle a détruit une trentaine de maisons et elle a atterri dans la mer. Voilà. Et là, ça a été vraiment dramatique. Des jeunes de notre génération n'avaient jamais vu ça. Même les gens avant nous, mes parents, ne pouvaient pas s'imaginer que le volcan pouvait sortir de l'enclos. Et ça a été un choc. Et il y a des gens d'ailleurs qui ne sont jamais revenus au village. Il y a des gens qui sont partis, ils ne sont jamais revenus. La lave apocalyptique détruit tout sur son passage. Les maisons, les cultures de vanille et de canne à sucre, ainsi que la gendarmerie. Par chance, le village a été évacué, aucune victime n'est à déplorer. L'église de Sainte-Rose aussi a été épargnée. On convoque l'irrationnel, les miracles, l'enfer, les punitions divines. Le gentil volcan devient menaçant. La lave est arrivée plein face et puis elle s'est arrêtée à l'entrée de l'église. Et ensuite, elle s'est appuyée sur le mur sud pour s'évacuer vers la mer. On était habitué, tout petit, d'entendre que le volcan éclatait, mais qu'il coulait dans son lit. Ce volcan, même quand il coule dans son lit, dans l'enclos, à Bois-Blanc, vous y allez le soir, vous l'entendez gronder. Vous l'entendez rugir. Et ils vivent avec. Mais ils en ont peur, c'est clair. Et mais il y a une certaine fatalité aussi. Hein. Allez où? On vit sur un volcan. Hein. Ça peut péter partout. C'est que le danger, il est permanent à La Réunion. Et pourtant, on l'assume. L'événement de 1977 marque en tout cas un virage dans la prise de conscience du risque volcanique. L'Institut de physique du Globe de Paris détache une antenne permanente au pied du Piton de la Fournaise pour l'observer, le surveiller et surtout mieux le comprendre.
Le piton de la Fournaise est un volcan dit bouclier basaltique. Le Quidam dira que c'est un volcan effusif. C'est un volcan qui a un flux éruptif, en tout cas un nombre d'éruptions très important, puisqu'on peut en moyenne compter sur une éruption tous les 8 mois, moyenne faite depuis 1972. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, puisque la première éruption décrite date de 1640, là on est sur à peu près une éruption tous les ans. C'est pas qu'il y en avait moins, c'est qu'on en observait moins. Comme risque avec une forte occurrence, c'est le risque d'une éruption qui surviendrait pendant qu'un randonneur est sur le volcan. C'est une fissure qui s'ouvre sous les pieds d'un randonneur. Donc ça, c'est une forte occurrence parce qu'il y a beaucoup de randonneurs sur le volcan chaque année et qu'il y a beaucoup d'éruptions. Après, on va diminuer en termes de retour de l'aléa, d'occurrence. Donc c'est les éruptions hors enclos, à l'image de celle de 1977, 86, 98. Elles sont un certain nombre. Elles sont d'occurrence décennale, mais l'impact sur les populations est beaucoup plus grand que l'éruption d'occurrence annuelle, où là, il n'y a pratiquement personne qui est véritablement touché. Et puis, en remontant encore plus loin dans le temps, on va avoir les occurrences millénaires avec des éruptions qui sont non plus dans l'enclos, non plus sur une zone prédéfinie, mais sur l'ensemble du massif de la Fournaise. Une éruption aujourd'hui dans la plaine des Cafres, elle serait encore possible, sauf que la plaine des Cafres et le tampon, la petite ville et le village, c'est quand même près de 85 000 personnes. Donc voilà, là on est sur une occurrence très très faible, mais un risque très fort. Donc le mythe du gentil volcan n'existant pas, la connaissance augmentant, forcément, quand on nous pose des questions sur est-ce que ce volcan peut avoir une éruption un peu plus violente, on sait qu'on ne peut pas répondre non. Le volcan peut-il un jour vraiment détruire l'île, comme il l'a construite? L'idée est en tout cas dans tous les esprits, même si ce phénomène est complètement inconnu de la volcanologie moderne, qui n'a qu'une courte existence. Ce qu'on sait, c'est que le magma stocké qui serait responsable d'une éruption de grande ampleur hors enclos est un magma stocké très profond. Donc on imagine que ce magma mettrait un peu de temps à remonter. Donc on aurait un petit peu de temps pour le voir. Il y a un plan Orsec Piton de la Fournaise qui existe, qui gère les différentes alertes, notamment les différentes actions de chacun lors d'une éruption, de la survenance d'une éruption. Et on travaille à un nouveau document qui serait un document de plan Orsec massif du Piton de la Fournaise, qui prend là le tiers de la Réunion et qui est beaucoup plus large et donc prendrait en considération ce genre de risque. L'existence du laboratoire aura permis en 35 ans d'établir que, sauf cas exceptionnel, le volcan ne représentait pas de menace majeure pour les zones habitées. Les dangers, paradoxalement, sont venus d'ailleurs, car la Fournaise est devenue peu à peu un objet de fascination pour les Réunionnais. Fini les croyances et les personnages mythologiques qui en ont longtemps fait un sujet tabou. C'est l'aboutissement de 2 siècles d'histoire qui commencent au XIXe siècle, quand les grands naturalistes européens ont poussé les riverains du volcan à s'y intéresser de plus près en recrutant guides et porteurs lors de leurs épopées scientifiques. Aujourd'hui, l'île compte autant d'amoureux du volcan que d'habitants. Chaque éruption est une fête, un spectacle qui déplace les foules, comme lors de ce qu'on a appelé la coulée du siècle en 2007. La lave jaillit depuis hier matin. Une fissure s'est formée sur les flancs du volcan à 500 mètres d'altitude et aussitôt 2 coulées de lave ont dévalé les pentes en avalant tout sur leur passage. Hier en fin d'après-midi, elles ont traversé la route nationale qui fait le tour de l'île avant de rejoindre l'océan pendant la nuit. C'est merveilleux, grandiose. J'en rêvais de voir ça, donc c'est extraordinaire, ça pète de partout, ça coule, donc c'est énorme quoi. Venu du fond de la terre, le feu se marie à l'eau et l'air se remplit de soufre. Toute la nuit, le volcan a déversé dans l'océan le fruit de ses entrailles. Enfin, je vois ce volcan. Enfin, 35 ans que j'attends ça. Oh purée. On a roulé pour arriver là. C'est la première fois que je le vois couler aussi pourri. Aujourd'hui, il ne serait peut-être plus possible de tourner ces images. Car depuis quelques années, devant tant de succès,
la préfecture a repris la main sur l'encadrement des curieux pendant les éruptions. Ceux qui veulent s'approcher des remparts de l'enclos pour venir voir de plus près doivent désormais montrer patte blanche. Non, du moins vous avez de quoi vous couvrir. De quoi vous couvrir, de l'eau, de quoi vous hydrater, de la peau et le gosier, éventuellement vous sustenter un petit peu de... Ça c'est bon, on fait attention. Des frontales. Des frontales parce que là, parce que ça renvoie souvent dans... Voilà, dans 1h30 il fait nuit. 4 frontales et une dynamo au cas où si on perd toutes nos clés. D'accord. C'est quoi en cas de problème on vous appelle, c'est ça? Mais globalement les gens, d'une manière générale, les gens sont assez sérieux. Hein, donc voilà. Oui. On n'a pas de gag. D'accord. Merci également. Au revoir. Au revoir. Faire de la prévention, on fait de la prévention. Et la prévention consiste tout simplement à voir si les gens sont équipés. Le principe c'est de ne pas monter n'importe comment avec des enfants en bas âge, etc. Donc là nous on fait un petit peu, je dirais, la police pour dissuader. Maintenant on n'a aucun pouvoir. Je dirais, moi, on conseille simplement aux gens de ne pas monter. Après, ils prennent leurs responsabilités parce qu'il y a quand même un risque, voilà, potentiellement. Mets le gâteau dans mon sac si tu veux. Mets dedans parce que moi, il y a plus Comme là. ça, moi, dans ce cas, je n'emmène pas de sac. Voilà, on mène juste à l'ombre. Et les touristes sont au rendez-vous. 2 fois par an, quand le volcan érupte, ils sont 6000 environ chaque jour à remonter la longue piste de sable qui mène à l'entrée du volcan à la recherche du grand frisson. We flew over yesterday in the helicopter and then we've come today to get as close as we possibly could. It's very well marked, incredibly well marked. Everybody's very friendly, and we saw lots of lava flying up in the air. It was good. You could see when we've just had lunch, little bits of molten lava coming out, but I think when we came back you saw quite a lot. We saw quite a lot go really quite high. It was good. Yeah. We have water with us and some food for lunch, and probably could have done with another hat or two, but yeah, because that's my top. That's why I was wearing on his head. Over my head, because it is very. I know it is very sunny, and I'm quite happy actually. Perfectly close enough, thank you. Le premier point de vue se situe environ à 40 minutes, mais c'est un point de vue qui est quand même assez distant, mais encore qui permet de voir bien. Et après, c'est le piton de berre qui se trouve à 1h30, 1h40. Donc il faut compter 3 heures aller-retour minimum pour avoir une meilleure vue directement sur le volcan. Donc même si le chemin est relativement droit, il y a toujours moyen de se retourner une cheville sur les cailloux, parce que c'est quand même de la lave. Et puis en même temps, il y a quand même la brute de la falaise. Donc il y a un risque potentiel de chute. Aujourd'hui, les pouvoirs publics travaillent toujours sur la base de ce plan Orsec, qui nous permet quand même de mettre en sécurité les gens, tout en leur permettant, soit à pied par l'extérieur du volcan, soit par aussi des rotations d'hélicoptères, de s'approprier un petit peu cette éruption, qui est un vrai spectacle et qui a un vrai attrait touristique, mais aussi pour la population de La Réunion. Mais vraiment, on a notre premier pilier qui est la sécurité du public. Récemment, la préfecture a pris la décision de fermer l'enclos dès que l'observatoire l'informe d'une éruption possible, privant ainsi les randonneurs passionnés d'un de leurs terrains de jeu préférés sur l'île. Entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, la situation a largement évolué. Début du XXe siècle, La Réunion, ce n'était pas encore un attrait touristique aussi grand qu'aujourd'hui. Les gens qui venaient voir l'éruption, de ce que mes lectures ont pu m'apporter, c'était essentiellement des locaux qui avaient l'habitude un peu des caprices aussi du volcan, qui savaient très bien qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait prévoir, mais d'autres beaucoup moins, et qui donc avaient quand même une attitude vigilante
vis-à-vis du volcan, alors qu'aujourd'hui, les gens qui se rendent sur le volcan, vous avez quand même beaucoup de touristes qui sont là pour une période très courte, qui n'ont pas ce recul, qui eux ne voient que ce qui est visible à l'œil nu. Or, la gestion du volcan ne se fait pas à l'œil nu, justement. C'est bien ça la difficulté par rapport à un autre milieu naturel, c'est qu'il y a toutes les données qu'on ne voit pas et qui, par contre, permettent vraiment d'estimer si le volcan peut entrer en éruption ou pas. On a quand même beaucoup de personnes qui vont dans ces lieux-là sans avoir pris les précautions rudimentaires. Donc vraiment, la situation a évolué sociologiquement depuis cette période. Si le dispositif Orsec s'étoffe d'année en année, c'est que la Réunion a connu un drame en 2003. À La Réunion, juste avant de s'arrêter, l'éruption du piton de la Fournaise a causé la mort d'un homme de 22 ans. Il est tombé dans une faille où plus tard, la température a été mesurée à 260 degrés. Le corps d'Alexandre Thiot a été élytroyé ce matin jusqu'au pas de Bellecombe. Cet étudiant dionysien de 22 ans était parti hier soir au piton Capor dans l'enclos pour admirer l'éruption. À un moment, le jeune homme s'approche pour prendre des photos. Il évalue peut-être mal le danger et le sol se dérobe sous ses pieds. Il fait une chute de près de 7 mètres dans ce que l'on appelle une bombe. C'est en fait une poche de gaz où la température peut avoisiner les 300 degrés. Aussitôt l'alerte donnée par un stagiaire de l'observatoire, un important dispositif de secours se déploie sur le site. Gendarmes du peloton et brigades de haute montagne, mais aussi des pompiers qui vont travailler dans des conditions très périlleuses. Il leur aura fallu plus de 6 heures pour pouvoir récupérer le corps de la victime. Le jeune homme, c'est des questions, le malheureux, a changé beaucoup la vision des autorités pour le volcan, parce qu'il n'avait pas pris de risque particulier. Personne n'avait fait quelque chose de particulier. C'est une somme de malchance accumulée, c'est lui qui en a fait les frais, et c'est terrible, juste terrible. Mais voilà, c'est arrivé, et ce qui est incroyable, c'est que ce ne soit pas arrivé plus souvent au regard de l'amour que porte pour ce volcan et du nombre de personnes qui s'y déplacent. Cette frilosité irrite les spécialistes qui crient à la déresponsabilisation des touristes. Le volcan, Alain Gérante le connaît bien. C'est un peu sa mémoire. Il a filmé toutes ses éruptions depuis 50 ans. Les premières fois où nous on est allé voir les éruptions des années 70, on ne connaissait rien. Il n'y avait pas d'observatoire, il n'y avait rien. Donc on ne savait pas. On ne savait pas comment ça se passait en plus. On partait dans l'enclos, le gardien du gîte nous prévenait en disant il y a du rouge, il y a une éruption, etc. Donc on partait, on prenait des porteurs, on partait pour plusieurs jours. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Les premières fois, on est allé sans gants. Après être revenu 2 fois avec des mains en sang, on s'est acheté des gants. Puis après, 2-3 fois, on a reçu des bons, alors on a pris des casques. On s'est dit, si on doit s'approcher très près du cratère, on met un casque. Donc, on apprend par soi-même. Les jeunes, c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Donc, même si... Est-ce qu'il y a des inconscients? Sûrement, dans le tas, des gens qui ne se rendent peut-être pas trop compte, mais c'est pas une raison pour fermer l'enclos. Voilà. C'est pas parce qu'il y a 2-3 personnes qui vont faire des idioties qu'il faut interdire aux 97 autres sur 100 de voir un spectacle qui est exceptionnel. Certains passionnés n'hésitent pas à défier les autorités en contournant l'interdiction d'accéder à l'enclos. Ils sont des dizaines chaque année à se faire verbaliser, ce qui ne les empêche pas de recommencer. Le cratère Rivals se trouve là, il est là, en direction du Rivals, cratère Rivals. L'éruption se situe juste un petit peu en amont du Rivals. Numéro 8, donc c'est là qu'on va aller. Donc on va rentrer dans l'enclos par le pas de Bellecombe, l'entrée principale où il y a la barrière, là on va sauter la barrière. Et en direction du Formica-Léo, voilà, on va se diriger vers l'éruption. 1h30 de marche à peu près. Ici c'est interdit, mais ici c'est encore plus interdit. Voilà, donc ici c'est interdit, mais on y va quand même. Ici c'est interdit, mais on ne devrait pas y aller. Voilà, c'est interdit. On y va. Allez, c'est parti. Allons. Comme ses amis, Alain Berthil vient sur le volcan en éruption depuis son plus jeune âge. C'est son grand-père, puis son père, qui lui ont transmis le virus de la lave. Il y a campé un nombre incalculable de nuits. Et aujourd'hui, il s'inquiète de la disparition de ce lien si particulier qui unit les Réunionnais à leur volcan.
On est très frustrés, moi personnellement déjà, mais aussi tous ceux qui aiment ce volcan. Et il y a aussi les touristes qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils viennent à La Réunion pour cette attraction qui est la première puisque c'est le site le plus visité de La Réunion. Et pendant une éruption, ils sont encore plus frustrés que nous parce qu'ils sont obligés de la regarder de très loin. Et nous encore, on a la chance de venir jusque-là, mais pour faire cela, on est obligé de transgresser les lois, c'est-à-dire de ne pas écouter les arrêtés qu'on estime de toute façon un peu abusifs. C'est pas tellement la sécurité des gens à laquelle on pense, c'est plutôt se protéger l'État, ne pas avoir de procès, parce qu'il peut y avoir effectivement des accidents, peut-être, mais il y en a partout des accidents. On sait bien qu'en métropole, il y a des accidents sur le Mont Blanc chaque année. On n'a jamais interdit d'aller au Mont Blanc, on n'a jamais mis un portail sur le Mont Blanc, donc je ne vois pas pourquoi on ferait ça ici. Cette île vit quand même du tourisme, on est passé d'une économie de l'agriculture à une économie touristique, et puis on voit que de toute façon ça ne fonctionne pas. Je veux dire, si on peut reprendre le cas d'une éruption qui s'est passée dans le Grand Brûlé en 2007, qui était une éruption majeure, aujourd'hui cette éruption est terminée depuis quand même à peu près 8 ans et on a toujours un arrêté préfectoral qui interdit l'accès alors que c'est l'un des plus beaux sites du Sud sauvage. Et voilà, même un lieu où il n'y a pas d'éruption, c'est même interdit. Donc il faudrait repenser l'activité touristique à travers ces merveilles. On est bon là pour l'instant. Là, quand on va passer là-bas, on va prendre un peu de fumée. Les Réunionnais sont convaincus qu'il existe aujourd'hui un public demandeur de sorties touristiques encore inexploitées sur l'île, comme le parcours des anciennes coulées du volcan, les tunnels de lave, ou encore les éruptions vues de l'enclos et encadrées par des guides. Ça tombe bien, avec ses 25% de chômage, la Réunion cherche un nouveau souffle touristique et lorgne sur sa voisine, l'île Maurice, qui accueille sur ses plages 3 fois plus de touristes chaque année. Je pense que le développement local c'est auto-centré. Très longtemps, durant des décennies, il y a eu le nord et puis les plages, l'ouest. Mais c'est à l'heure. Je ne dis pas que les plages ne sont pas belles, elles sont belles, mais ce n'est pas sur ce créneau-là que l'on se différenciera de Maurice. Ces îles qui sont à quelques 200 km l'une de l'autre sont complémentaires. Mais j'ai la prétention de dire, avec force de conviction, que la Réunion est plus belle. La particularité de pouvoir vous offrir la plage, vous offrir une nature riche de ces merveilles en biodiversité, et son volcan. Donc c'est ce triptyque-là qu'on devrait mettre en avant. Après avoir mené le combat de la préservation naturelle, qui s'est récemment soldé par l'inscription du volcan au patrimoine mondial de l'UNESCO, les autorités réfléchissent à présent à de nouvelles pistes pour attirer de nouveaux marchés touristiques. Je pense que beaucoup de choses sont encore à faire sur ce volcan. Le transformer en produit touristique, mettre en tourisme le volcan, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant, c'est ce que nous devons faire pour l'avenir, si nous voulons tirer véritablement un profit de ce site magique et magnifique. Il y a très peu de volcans de ce type en activité au monde. C'est pour ça qu'on qualifie la destination Réunion comme une destination unique. Et c'est un volcan qui est facilement accessible, que l'on peut admirer en toute sécurité, contrairement à d'autres volcans au monde qui peuvent présenter des risques. Ce site a tendance à être sanctuarisé. Je crois qu'il ne faut pas le dénaturer, mais entre ne rien faire et faire n'importe quoi, il y a peut-être un juste milieu à trouver. On est parti peut-être d'une logique un peu plus dans l'opposition entre la protection des publics et la volonté d'attrait touristique. Désormais, on essaye, nous, de trouver des compromis sur la base d'un travail partenarial avec ces acteurs du tourisme pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, mais en toute sécurité.
Comment promettre à la fois la sécurité absolue et le grand frisson? Permettre au plus grand nombre d'accéder à un spectacle rare tout en préservant l'environnement. Le volcan a été tour à tour craint, ignoré, puis observé, admiré, étudié. Il cristallise aujourd'hui, un peu paradoxalement, les espoirs des Réunionnais qui souhaitent en faire une vitrine, un produit rare qui fera converger vers ce petit bout de territoire isolé les caméras et les touristes du monde entier.